Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode où on aime se faire des nœuds au cerveau. Aujourd'hui, on s'attaque à un monstre sacré, un Everest intellectuel. Je suis avec Thomas, notre historien de l'étrange. Salut Thomas. Salut Sarah. Et quand tu dis Everest, je pense que tu es encore en dessous de la vérité. On va parler de l'objet le plus frustrant de l'histoire de l'humanité. Rien que ça, tu mets la barre haut. Ah, mais je suis très sérieux. Imagine un livre posé sur une table. Il a l'air vieux, la couverture est en vélin, un peu jaunie, pas de titre, pas d'auteur. Tu l'ouvres et là, tu tombes sur 240 pages d'une écriture manuscrite, magnifique, fluide, régulière. Sauf que tu ne peux pas lire un seul mot. C'est le fameux manuscrit de Voynich dont tout le monde parle dans les cercles de cryptographie. Exactement, le Voynich, c'est le boss final des énigmes. Pour te situer le truc, ce bouquin a résisté aux meilleurs décrypteurs de la Première Guerre mondiale, aux génies de la NSA qui ont cassé les codes japonais pendant la Seconde Guerre mondiale. Et même aujourd'hui, en 2024, nos meilleures intelligences artificielles se cassent les dents dessus. C'est le livre qu'aucune machine et aucun humain ne peut lire. Attends, on va reprendre depuis le début. Parce que moi, l'image que j'en ai, c'est un vieux grimoire avec des dessins bizarres. D'où il sort ce truc ? L'histoire moderne commence en 1912. Tu as un certain Wilfried Voynich, un antiquaire polonais un peu aventurier, un peu révolutionnaire sur les bords. Il fouine dans la bibliothèque du collège jésuite de la Villa Mondragone, en Italie. Les jésuites ont besoin d'argent, ils vendent des vieux livres en scred. Et là, Voynich tombe sur ce manuscrit. Et il comprend tout de suite qu'il a trouvé une pépite ? Immédiatement. Déjà, le vélin, la peau de veau utilisée pour les pages. La datation au carbone 14, qu'on fera bien plus tard, nous dira que ça date du début du XVe siècle, entre 1404 et 1438. Donc c'est médiéval. Mais ce qui choque Voynich, c'est l'intérieur. Ce n'est pas du latin, ce n'est pas du grec, ce n'est pas de l'allemand. C'est un alphabet totalement inconnu, entre 20 et 30 caractères, qui ne correspondent à aucune langue répertoriée sur Terre. Mais ça a l'air d'une vraie langue. Je veux dire, si je gribouille sur un papier, on voit bien que c'est n'importe quoi. C'est là que ça devient fascinant. L'écriture est incroyablement fluide. Il n'y a pas de rature, pas d'hésitation. Le scribe ou les scribes savaient exactement ce qu'ils écrivaient. Ça coule de gauche à droite. Mais le plus dingue, Sarah, ce sont les illustrations. Oui, j'ai vu passer des images sur le net. On dirait un herbier, non ? On dirait oui, sauf que c'est un herbier cauchemardesque. Tu as des centaines de dessins de plantes, mais quand les botanistes se penchent dessus, ils deviennent fous. Tu as une fleur qui ressemble à un tournesol, mais avec des racines de mandragore et des feuilles de nénuphar. Ce sont des chimères végétales, des plantes qui n'existent pas dans notre biologie. C'est peut-être juste un artiste médiéval qui était nul en dessin ? C'est l'explication facile, mais c'est trop détaillé pour être juste du mauvais dessin. Et attends, le pire, c'est la section qu'on appelle balnéologique. Balnéologique ? Comme la thalasso ? En quelque sorte, mais version psychédélique. Tu as des pages entières remplies de femmes nues, assez petites, avec des ventres un peu rebondis, qui se baignent dans des bassins verts reliés par une tuyauterie complexe, presque organique. Parfois, elles sont dans des sortes de tubes ou des organes géants. C'est très visuel, très étrange. On dirait une usine biologique ou une représentation métaphorique de la reproduction humaine, mais dessinée par quelqu'un qui a pris des champignons hallucinogènes. D'accord, donc on a des plantes aliens, des femmes dans des tubes verts et une langue inconnue. Ça fait beaucoup. Pourquoi on est sûr que ce n'est pas juste du charabia ? Tu sais, un fou qui remplit des pages pour passer le temps ? C'est là qu'interviennent les maths. Depuis un siècle, on a passé le texte à la moulinette statistique. Il y a une loi en linguistique qui s'appelle la loi de Zipf. La loi de Zipf, c'est quoi ça ? Pour faire simple, dans n'importe quelle langue naturelle, que ce soit le français, l'anglais ou le mandarin, le mot le plus fréquent apparaît 2 fois plus souvent que le deuxième mot le plus fréquent, 3 fois plus souvent que le troisième, et ainsi de suite. C'est une signature mathématique universelle du langage humain. Et le Voynich respecte ça ? À la lettre, c'est ça qui rend les cryptographes dingues. Le texte du Voynich suit parfaitement la loi de Zipf. Il a une entropie, c'est-à-dire une densité d'informations qui est similaire aux langues humaines. Ce n'est pas du bruit aléatoire. Si tu tapes n'importe quoi sur ton clavier, ça ne respecte pas la loi de Zipf. Donc, ça veut dire que ce texte a du sens. Il y a une structure, il y a une grammaire, mais on n'a pas la clé. C'est incroyable. Même Alan Turing n'a pas réussi ? Non, Turing s'y est intéressé, mais il était occupé à gagner la guerre. Par contre, William Friedman, le père de la NSA, l'homme qui a cassé le code diplomatique japonais Purple, a passé les 30 dernières années de sa vie obsédé par le Voynich. Il organisait des dîners d'études, il a mobilisé des équipes entières. Échec total. Il a fini par penser que c'était une langue artificielle construite sur des principes logiques, mais il n'a jamais pu le prouver. Et aujourd'hui, avec ChatGPT, avec les supercalculateurs, on devrait pouvoir le craquer en 2 secondes, non ? On pourrait le croire. Une équipe canadienne a utilisé une IA récemment qui a suggéré que c'était de l'hébreu codé. D'autres IA disent que c'est du proto-roman. Mais le problème de l'IA, Sarah, c'est qu'elle a besoin de données d'entraînement. Pour apprendre à traduire, il faut lui donner des exemples. Voici le texte en anglais, voici le texte en français.
Pour le Voynich, on a 0 exemple. C'est ce qu'on appelle un problème zero shot. Léa voit des motifs, mais elle hallucine du sens là où il n'y en a peut-être pas. Elle peut te dire « ça ressemble de l'arabe », mais elle ne peut pas te traduire la recette de la potion magique qui est décrite page 42. Donc on est bloqué, mais il doit bien y avoir des théories. Les gens ont bien des idées sur ce que c'est? Oh, des théories, il y en a des centaines. Ça va du plus terre-à-terre au plus farfelu. La théorie la plus séduisante pour les historiens aujourd'hui, c'est celle du savoir interdit. C'est-à-dire? Regarde les dessins. Beaucoup de plantes, beaucoup de femmes nues, des ventres gonflés. Certains pensent que c'est un manuel de gynécologie et d'herboristerie destiné aux femmes, écrit à une époque où l'Église contrôlait tout. Si tu avais des recettes pour l'avortement, pour la fertilité ou pour soulager les douleurs de l'accouchement, c'était de la sorcellerie. Tu finissais sur le bûcher. Donc on aurait codé le livre pour que seule une initiée puisse le lire? Exactement. Un chiffre secret pour protéger des connaissances médicales féminines. Ça expliquerait pourquoi les plantes sont bizarres. Peut-être que les dessins sont codés aussi. La racine ressemble à une griffe, donc c'est une plante dangereuse. Tu vois le genre. C'est hyper logique, mais j'imagine qu'il y a des théories plus exotiques. Ah bah oui, tu as la théorie du canular de génie. Certains disent que Voynich lui-même l'a fabriqué pour le vendre cher. Mais le carbone 14 a tué cette théorie. Le vélin est vraiment vieux. Par contre, ça pourrait être un canular du 15e siècle. Un charlatan qui a créé un livre de toutes pièces, avec une fausse langue et des dessins mystiques, pour le vendre à un empereur riche comme Rodolphe II, qui adorait l'alchimie. Le coup de l'arnaque médiévale? Tenez, Majesté, le livre des secrets de l'univers. Ça fera 600 ducats d'or. C'est tout à fait plausible. Si le texte est du charabia sotitiqué conçu pour avoir l'air d'une langue, ça expliquerait pourquoi on n'arrive pas à le traduire, parce qu'il n'y a rien à traduire. Mais la loi de Zipf me gêne. C'est très difficile d'improviser une fausse langue qui respecte des lois statistiques qu'on ne découvrira que 500 ans plus tard. C'est vrai, ça demande un niveau de génie presque impossible pour l'époque. Et j'ai entendu parler de Léonard de Vinci aussi? Oui, c'est un grand classique. Comme Vinci écrivait en miroir et qu'il était gaucher, certains ont vu des similitudes. Ils disent que ce serait un carnet de jeunesse de Léonard. C'est romantique, mais ça ne colle pas vraiment avec le style des dessins, qui sont, disons-le, beaucoup plus maladroits que du Vinci. Et les extraterrestres, on est obligé d'en parler? Forcément, la théorie des anciens astronautes. Comme les plantes ne ressemblent à rien de connu sur Terre, certains disent qu'un contacté a dessiné la flore de sa planète d'origine, ou que c'est un livre laissé par des voyageurs. C'est amusant, mais scientifiquement, on est au niveau 0 de la preuve. Tu sais ce qui me fascine le plus dans tout ça, Thomas? C'est notre réaction face à ce livre? Oui, l'obsession. C'est ça. On vit dans un monde où tout est numérisé, tout est traduit, tout est accessible. Google Maps a cartographié chaque mètre carré. Google Translate te traduit n'importe quel menu au fin fond de la Thaïlande. Et là, on a ce petit tas de feuilles de peau de vache, vieux de 600 ans, qui nous regarde et qui nous dit « Tu ne sauras pas ». C'est une blessure narcissique pour notre époque. On ne supporte pas le mystère. Le Voynich, c'est l'ultime black box. C'est un miroir. Chacun y voit ce qu'il veut voir. Le linguiste voit une langue, l'historien voit de la médecine, le complotiste voit des aliens. C'est comme le test de Rorschach de la cryptographie? C'est exactement ça. Et tu sais, il y a une part de moi, une petite part d'historien romantique, qui espère qu'on ne le traduira jamais. Ah bon? Pourquoi? Parce que si un jour on le traduit, et qu'on découvre que c'est juste un traité sur comment soigner les maux de ventre avec de la camomille, la magie disparaît. Pour l'instant, c'est le livre de tous les possibles. C'est le livre de la magie, de l'alchimie, des mondes perdus. Le mystère est souvent plus beau que la solution. C'est vrai, garder un peu de magie dans ce monde de brutes. Mais bon, si une IA finit par le craquer la semaine prochaine, tu reviendras nous en parler? Promis, si je lis Recette de la soupe aux choux à la page 1, je serai le premier à venir pleurer dans ce micro. Merci Thomas pour ce voyage. Quant à vous, chers auditeurs, si vous avez une idée, si vous voyez des motifs que la NSA a ratés, les scans du manuscrit sont disponibles en haute définition sur le site de l'université de Yale. Allez jeter un œil. Mais attention, on dit que ceux qui regardent le Voynich trop longtemps finissent par devenir un peu fous. Je confirme. Merci de nous avoir écoutés. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau mystère. D'ici là, gardez l'esprit ouvert. Salut. Salut.